bienvenue à la deuxième conférence en ligne organisée par la spécialisation en gestion des ressources documentaires multimédia de l'ENALUX. Nous continuons cette série de conférences sur la diplomatique numérique avec aujourd'hui deux intervenants qui vont nous parler des fake news et plus particulièrement de l'application Faki. Nous accueillons Nicolas Van Eekhout, cofondateur et CEO de Cojarius et partenaire de la RTBF sur le projet, ainsi que Grégoire Reikmans, journaliste et porteur du projet à la RTBF. Messieurs, bonjour. 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 Voilà, on vous écoute. Voilà, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc l'idée, c'était, comme vous venez de le dire, de faire un petit point et de vous expliquer un petit peu comment on a travaillé autour du développement de l'application Faki. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec comment est-ce que ce projet a émergé. Et donc, on va lancer ceci. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, Faki, c'est un projet qui est né au sein de la RTBF. Concrètement, on a été sollicité par l'agence digitale créative Wallonia, qui a proposé à la RTBF il y a 2 ans de travailler autour de la thématique de la désinformation et des fake news, mais aussi du lien que les médias avaient avec le public, notamment dans un contexte où une partie du public, notamment les jeunes, se désintéressaient un petit peu des médias, on va dire mainstream, comme la RTBF. Et donc, ces questions-là étaient au centre de la réflexion. Et donc, on était une quarantaine, cinquantaine à se retrouver en dehors du cadre de la RTBF, dans un startup camp, ce qui a été appelé un startup camp. Et donc, l'idée, c'était de travailler autour de méthodes Lean, donc en méthode Lean Startup, et de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait éventuellement avoir des projets qui sortaient un petit peu du cadre habituel dans lequel on travaillait, mais surtout avec une autre orientation, avec l'idée de travailler avec des sprints courts, l'idée aussi de pouvoir avoir quelque chose qui se fait progressivement et avec les retours du public. Et donc, comme vous le voyez là, on s'est retrouvé pour plusieurs séances de débat. On a beaucoup discuté sur ces thématiques-là. Et puis, l'idée, c'était d'amener des projets sans objectif particulier, mais surtout de savoir qu'est-ce que nous, on pouvait faire de notre côté et utiliser ces méthodes Lean pour pouvoir proposer quelque chose de différent. Et donc, il y a une des idées qui a émergé, c'était l'idée de pouvoir travailler autour d'un vérificateur d'informations. Une partie d'entre nous qui étions présents à ce premier rendez-vous, c'était travailler à ce qu'on appelle l'agence interne, à un endroit où on certifie l'information à la RTBF, où on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans la concurrence, et qui vérifie, certifie l'information avec ses journalistes de terrain, voilà, pour essayer d'avoir l'information la plus vérifiable, enfin la plus vérifiée, la plus certifiée possible. Et donc assez rapidement, on est parti vers un premier MVP, comme on appelle ça, et qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. C'était assez basique, il n'y avait aucune fonctionnalité derrière, mais c'était l'approche qu'on voulait mettre en avant. Donc l'idée, c'était assez simple, c'était d'avoir un news checker, un vérificateur d'informations qui pouvait nous aider très rapidement à démêler ou en tout cas avoir des indications par rapport à un article, une vidéo ou une photo, donc comme vous voyez très clairement. Et après ce premier MVP qui a été validé par notre direction, on a continué à travailler sur ce projet et c'est là que Nicolas Van Eekhout est rentré en scène et il va vous expliquer la suite. Oui, donc avant de poursuivre, vous allez peut-être entendre beaucoup d'acronymes, donc n'hésitez pas à nous poser les questions en fin de présentation. Donc la méthode Lean Startup, c'est tout simplement quoi? C'est utiliser ses ressources de la meilleure des manières. Donc on a une idée, ensuite on la développe pendant une durée de temps, donc ce qu'on va appeler un sprint, et puis on objective les résultats pour voir est-ce que c'était une bonne idée ou c'était pas une bonne idée. Et donc en fonction, soit on pivote, on garde l'idée parce qu'elle est bonne, soit on change d'idée parce qu'elle est pas bonne. Un MVP, c'est un minimum viable product, donc c'est quoi? C'est un produit qui a les fonctionnalités minimales pour pouvoir être utilisé en production. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la production? C'est un site internet qui est accessible au grand public, par exemple, comme Faki à l'heure actuelle. Vous allez peut-être aussi entendre l'acronyme POC, qui est Proof of Concept, où c'est tout simplement on veut faire la preuve que le concept est valide. Donc, c'est la phase avant la mise en production. Et le prototyping, c'est quand on veut finalement prototyper en design. Par exemple, on fait une maquette de quelque chose.
Et donc pour ce second MVP, en fait, on est parti sur une approche pragmatique et réaliste, donc le Lean Startup, avec la volonté finalement de sortir un vrai MVP et pas un POC ou un prototype justement. Et donc pour cela, on est reparti du why. Donc c'est toujours bien de repartir du pourquoi, parce que quand on crée des solutions, souvent on se dit bah, c'est le résultat qui compte, mais l'idée c'est quand même de s'adapter au contexte de l'entreprise ou du produit, de ce qu'on veut réaliser. Et donc ici notamment la mission de service public de la RTBF, et puis du périmètre fonctionnel qui avait été identifié, comme l'a monté Grégoire, lors du premier MVP. Donc comment on l'a fait? C'est en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et au travers d'approches innovantes, dont le Lean Startup, le Design Sprint, donc le pouvoir faire des périodes de développement, et le Design Thinking. Donc ça, je vais revenir sur le prochain slide. Tu peux passer au prochain slide si tu veux. Grégoire. Merci. Et donc en fait ici, comment est-ce qu'en fait s'est passé le déroulé du second MVP? En fait, on a utilisé une approche où se mêlent finalement des jeux, des dessins, des phases de développement, du prototype, où on s'est dit voilà quels sont les acteurs clés ou les utilisateurs clés, quelles sont leurs problématiques et leurs besoins, pour chercher finalement les réelles plus-values en fait sur ce projet, tout en favorisant l'expérience utilisateur. Donc on a dessiné en bas à gauche, on a fait du mind mapping pour après aller vers quelque chose qui est plus visuel, pour permettre en fait finalement aux équipes et aux utilisateurs sélectionnés lors des workshops de pouvoir se projeter dans une solution. Et donc finalement il y a eu deux dimensions à établir par rapport à ce why. C'est d'une part la promesse. Donc, quelle a été la promesse? C'est de fournir un outil en fait où l'on peut exercer son esprit critique pour démêler le vrai du faux, et aussi pouvoir se connecter sur un rôle prescripteur, parce que le journaliste finalement est dans une position où il analyse des faits et potentiellement, est-ce que ces faits, quels sont les niveaux de véracité sur ces faits. Et donc l'enjeu par rapport à ça, c'était de pouvoir aligner finalement sur une même compréhension de ce que l'on entend par vérification de l'information, arriver à vulgariser et rendre accessibles des outils de qualité, tout en pouvant comparer finalement des pommes et des pommes, et aussi à créer une architecture évolutive qui ne soit pas une usine à gaz. Donc, c'est-à-dire que c'est favoriser finalement l'intégration de partenaires potentiels, mais aussi intégrer les dimensions coût-budget. Et donc pour cela, pour adresser finalement ces deux dimensions, on est parti donc vers un résultat, le what, une solution, une architecture qui s'articule autour de deux axes. Donc il y a la première qui est la vérification finalement d'articles ou de sujets, donc de mots-clés, on va dire, ou d'images. Et donc, pour pouvoir finalement adresser ce besoin de la manière la plus optimale, on a décidé de créer une sorte de carrefour qui permette d'intégrer différents partenaires qui mettent à disposition des API. Alors, des API, pour vous représenter ce que c'est, on pourrait dire que ce sont des services de collecte de données sur lesquels on se connecte. Et grâce à ces données, finalement, on peut déterminer, en l'occurrence ici dans notre contexte, un niveau de véracité. Et donc, pour pouvoir comparer des pommes et des pommes, vu qu'on intègre différents partenaires, on a dû essayer de déterminer une sorte de formule de recette qui tient compte de différents paramètres. Donc, par exemple, le nombre de partenaires, la fiabilité de ce partenaire, le score que lui-même peut avoir établi sur une donnée, tout en se disant, finalement, ces partenaires, comment est-ce qu'on pourrait les classer? Et donc, finalement, il y a eu 4 grosses dimensions qui sont, ici, n'oublions pas, donc on soumet des articles, ce sont des URL, donc les sources, notamment les noms de domaine, le niveau de désinformation, qui peut se traduire par exemple par la manière dont on rédige un texte. Donc ça, pour le coup, c'est lié à de l'algorithmie. La subjectivité, donc c'est effectivement les mots-clés qui se trouvent soit dans un article, soit les mots-clés entrés, soit potentiellement les mots-clés qui sont liés aux métadonnées d'une image. La dissémination aussi, donc quelle est la propagation d'une information, quels sont ces vecteurs de dissémination. Et ensuite, il y a eu la deuxième dimension, ou le deuxième axe, qui sont la vérification des faits. Donc ça, c'était plus lié à comment alimenter un site de manière finalement automatique, mais avec du contenu de qualité qui repose sur un travail journalistique. Et donc là, on a tout simplement, donc en fonctionnalité de base, on a intégré des outils ou des RSS, donc ce sont des fils info de données ou de news qui sont fact-checkés. Et l'idée est effectivement de pouvoir rendre plug and play, donc ça va pouvoir connecter très facilement ces RSS pour alimenter finalement une masse d'articles qu'on peut voir d'ailleurs sur Faki, vous allez le voir ici dans les slides qui suivent, et pouvoir en fonction de divers sujets se faire une idée, pouvoir exercer son esprit critique. Je t'en prie, tu peux enchaîner, Greg. Voilà, donc Nicolas vous a parlé un petit peu des différentes fonctionnalités qui ont été mises en avant.
Et donc ici dans le détail, on a 4 grandes fonctionnalités sur la plateforme Faki à l'heure actuelle. La première, c'est, comme vous l'a dit Nicolas, l'analyse d'articles à partir d'un URL. Donc, comme vous le voyez ici, l'idée, c'est très simplement de pouvoir récupérer l'URL d'un article en ligne. On insère l'URL soit avec le petit bouton où on peut coller, soit avec un CTRL-V ou un clic droit classique. On va cliquer sur évaluer l'info et à partir de ce moment-là, on va utiliser différents outils qui vont travailler sur différents aspects de l'information et qui vont nous renvoyer du résultat via les API, comme vient de vous l'expliquer Nicolas. Et donc, ces outils, c'est des outils qui travaillent par exemple sur la source, comme le Décodex. Le Décodex, c'est un outil qui a été créé par Le Monde il y a quelques années. L'idée de cet outil, c'est de référencer un nombre important de sources essentiellement francophones et de pouvoir déterminer parmi celles-ci si elles sont certifiées, en tout cas reconnues, ou si elles sont connues pour parfois faire de la désinformation ou souvent faire de la désinformation. Et donc, en fonction de l'extension du site, on va pouvoir détecter, par exemple, qu'un article provient d'un média comme la RTBF, Le Monde, ou comme Russia Today, ou des blogs complotistes. À partir de là, on va pouvoir avoir un résultat sur ce nom de domaine et donc sur la source qui émet l'article ou en tout cas qui la diffuse. Un deuxième outil, c'est aussi un outil qui a été développé par Le Monde, s'appelle les décodeurs. L'idée ici, c'est qu'ils font du fact-checking, donc ça c'est quelque chose d'assez classique ces derniers temps. On a vu beaucoup de fact-checking, notamment autour du coronavirus. Eux se sont lancés il y a très longtemps dans cette forme de journalisme là et ce qu'ils font en plus des autres, c'est que ils donnent de l'information sur les sites sur lesquels ils ont trouvé les informations qui décodent. Donc, par exemple, si un site complotiste fait un article sur le lien entre coronavirus et 5G, le lien en tant que tel est référencé. Ça veut dire que si moi, après, dans Faki, je retombe sur ce même lien exactement, l'outil va détecter que cet article a fait l'objet d'un fact-checking. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, même si, évidemment, le nombre de liens ici est assez limité. On a un troisième outil qui est le détecteur de désinformation. Ça, c'est un outil qui a été créé par une boîte qui s'appelle Soprasteria. Et l'idée ici, c'est de travailler à partir du contenu et donc d'analyser le contenu de l'article et de voir si dans ce contenu, il y a des éléments qui font penser à une désinformation possible. Alors, l'outil a d'abord été développé en anglais avec une base de données de 900 000 articles. À partir de là, il y a des arbres de décision qui ont été faits et donc qui permettaient d'indiquer un pourcentage de véracité ou en tout cas de désinformation possible. Ce qu'on a fait, c'est que nous, on l'a adapté pour le français, avec certaines limites évidemment, mais donc il permet de détecter des éléments dans le contenu en tant que tel. Ensuite, on a intégré un outil qui s'appelle TextGain. L'idée ici, c'est de détecter de la subjectivité dans un article. Alors, la subjectivité n'est pas directement liée à la désinformation, mais elle peut parfois l'être. Et donc, c'était intéressant aussi de voir dans un texte s'il y avait des éléments qui permettaient de penser qu'il y avait de la subjectivité en fonction des mots qui sont analysés. Enfin, on a un cinquième outil ici pour l'analyse d'articles, c'est Neutral News. Neutral News travaille essentiellement sur la dissémination, mais ils incorporent aussi tout un tas d'outils, notamment au niveau de l'analyse de la source et du contenu. Et donc, l'idée de Neutral News, c'est de pouvoir détecter là aussi des articles qui seraient problématiques en fonction de tout un tas d'éléments, mais aussi de la façon dont ils se répandent sur la toile. Voilà pour la première option. On a une deuxième option qui est la recherche par mots-clés. Donc, comme Nicolas vous a expliqué, on a la chance de pouvoir indexer tout un tas d'articles de fact-checking qui sont proposés par des médias comme France Info, France 24, Radio-Canada, Le Monde, Les Observateurs. Il y a pas mal de sources intéressantes qui sont reprises ici. Donc, nous, on indexe ces articles de fact-checking au fur et à mesure. Et l'idée, c'est qu'à partir de certains mots-clés qu'on va pouvoir introduire dans la barre de recherche, il va nous proposer des articles qui sont en lien avec la recherche. Et donc ici, on a l'exemple d'un robot du futur qui se retournerait contre les hommes. Si je trouve cette information sur la toile d'une manière ou d'une autre, j'ai pas spécialement besoin de l'URL, je peux introduire les mots-clés et à partir des mots-clés, la plateforme va les analyser, va analyser les mots-clés et les ressortir pour pouvoir proposer des articles qui sont liés à cette thématique-là
là. Et donc, on a ici des articles de fact-checking qui sont proposés sur le fait que ce robot, cette vidéo de robot militaire était en fait pas tout à fait réelle. Voilà. Ça, c'est pour la partie keywords. Et puis, vous l'a déjà dit, alors on a un feed de fact-checking. Ça veut dire qu'on a tous les jours les derniers articles de fact-checking qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, si vous arrivez sur la home page un jour comme aujourd'hui, eh bien vous allez avoir les dernières news, les derniers articles fact-checkés qui sont disponibles. Vous voyez ici à l'écran l'ensemble des sources qu'on indexe. On a aussi une plateforme collaborative qui nous transmet ces articles, s'appelle Oxnet. Là, ce sont pas des journalistes, mais par contre, ce sont des citoyens qui se sentent investis de la mission d'investiguer, qui font un travail de vérification aussi. Et puis, il y a Oxbuster, que certains connaissent peut-être aussi, qui devrait nous rejoindre prochainement. Alors, on a également une fonction image. Donc, vous le savez peut-être aussi si vous vous intéressez à ces questions-là, il y a des outils qui existent qui permettent de retrouver une image si elle a déjà été publiée avant sur le web. L'idée ici, c'était de faciliter l'accès à cette fonctionnalité-là et en plus de recroiser avec la base de données fournie par le Décodex. Ça veut dire ici que si je retrouve par exemple cette image que vous voyez à l'écran d'une baleine qui passe sous un pont au Canada avec son baleineau qui est assez impressionnante, je vais la télécharger sur mon téléphone ou sur mon ordinateur de façon assez classique et je vais pouvoir l'injecter dans Faki. À partir du moment où je l'ai injecté dans Faki, il va analyser cette image, il va repérer ici qu'elle a été publiée sur 129 adresses différentes et parmi ces adresses, on va pouvoir les classer. Et certains sites, comme vous voyez ici, sont référencés en domaine fiable. Ce sont des sites qui sont authentifiés par le Décodex et donc on va rapidement trouver parmi cette liste un article de Factuel qui est un site de fact-checking qui va expliquer en fait que cette image de baleineau avec sa maman est simplement un montage. Voilà, donc on va avoir des indications pour savoir d'où vient cette image et si elle a été publiée sur des sites fiables ou pas. Ça, c'est pour la partie image. Mais je vous propose une petite démo en vidéo pour que tout ça soit un petit peu plus clair. On n'a pas le son, je pense. C'est de la musique, donc vous ne ratez pas grand-chose. Voilà, donc ici on retrouve un article sur Facebook. On va copier le lien de cet article. On arrive sur la plateforme Faki. Le lien est collé. On clique sur évaluer l'info. Et là, vous voyez l'ensemble des sources qui s'affichent. Ici, on va introduire des mots-clés ou une question simplement. Les mots-clés sont extraits. Et par rapport à ça, on vous ressort les derniers articles de fact-checking, ou en tout cas les plus pertinents sur cette question des incendies en Amazonie. La fonctionnalité image. On se retrouve sur WhatsApp. Ah, t'as vu cette image, est-ce que c'est vrai? On va l'enregistrer et ensuite l'injecter via la fonctionnalité image dans la plateforme. L'analyse se fait. Voilà. On arrive sur l'article de fact-checking. Et puis on a le feed, le flux d'informations qu'on retrouve en bas de la home page avec les derniers articles de fact-checking qui sont disponibles. Voilà. Je te laisse la parole, Nicolas. Oui, donc ce slide-ci en fait représente ou synthétise le lancement qui a eu lieu au 18 octobre 2019. Et finalement, c'est un bon exemple de pivot.
Parce que au moment du lancement, on s'est rendu compte qu'en voulant simplifier les choses ou rendre accessible une interprétation de la vérité d'une information, ben quelque part on lissait une diversité de points de vue, notamment ceux de nos partenaires. Donc je vous parlais plutôt de pommes et de pommes. Et en fait, on s'est rendu compte que le journaliste, comme je vous le disais, justement en voulant éviter ce rôle de prescripteur, était dans une position pas dominante, mais il pouvait quelque part leader l'information. Et donc, au moment du lancement, on a eu beaucoup de retours qui nous disaient, mais finalement, vous avez un FAQ score, mais ce FAQ score, il est difficilement lisible. Et donc, à ce moment-là, on a fait un pivot qui a été de reprolonger un sprint de développement pour, au lieu d'afficher un score unique, d'afficher en fait finalement les interprétations de chaque partenaire. Donc, les sources, la désinformation, la subjectivité et la dissémination. Et finalement, ça a amélioré le produit, ça a apporté plus de transparence et surtout, ça a favorisé une ouverture vers la diversité. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce slide-là, Greg. Non, je t'en prie. Alors au niveau des perspectives, donc là c'est plutôt pour l'après. Donc il faut savoir qu'après le lancement du 18, donc on a relancé une version et pour le coup plus en silent launch. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? On l'a remis en production pour le laisser vivre sa propre vie de manière organique et pour le coup voir quelles étaient les réactions par rapport à l'outil en dehors d'une certaine médiatisation pour encore plus le renforcer et l'améliorer. Et donc dans cet objectif, quelles seraient les perspectives qui pourraient être améliorées? C'est potentiellement les collaborations alors avec des plateformes collaboratives ou des journalistes, mais pas seulement, avec des universités, avec d'autres projets qui pourraient faire du deep learning sur la vidéo. Donc là, on parlerait plus d'algorithmes, de volume de données, d'amélioration aussi au niveau des outils technologiques. Donc ici, par exemple, pour donner une idée, pour ceux qui sont un peu plus techniques, on a utilisé du PyTorch avec des datasets Watson, donc d'IBM, mais il y a du TensorFlow, du Keras, on pourrait utiliser des zonal OCR, etc. Donc il y a plein d'outils qui pourraient venir se greffer et rajouter encore plus de valeur à ce qu'on a fait, en sachant que notre premier objectif était d'avoir quelque chose qui soit en production, donc qui soit accessible au public. Et donc ça, l'objectif a été atteint, mais maintenant l'ambition serait de pouvoir fédérer finalement plus d'institutions, de le monde académique et de journalistes. Je t'en prie, Greg. Voilà, je vous propose une petite démo pour que ce soit plus concret. Donc, vous avez vu la vidéo. Est-ce que ça apparaît bien à votre écran? A priori, oui. Donc voilà, je vais vite faire un tour rapide des différentes fonctionnalités en live cette fois-ci. Donc, la première fonctionnalité dont on vous parlait, c'était la recherche sur articles. Et donc ici, écoutez, je vais aller simplement sur le site de la RTBF. Je vais aller récupérer un article quelconque. Un article qui parle de génétique. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais aller récupérer l'URL dans ma barre, je la copie, j'arrive ici, je colle. Et donc, vous vous souvenez de l'objectif, c'était d'avoir un résultat assez rapide, une fois qu'on a, parce que le travail de vérification prend beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on a ajouté depuis la version 2, donc c'est ici la transparence sur le nombre de réponses qu'on a, c'est-à-dire qu'on a une analyse de 3 partenaires sur 5. Et alors un avertissement important pour nous aussi de dire de rester critique. C'est un outil pour aider, on ne veut pas être prescripteur. Il n'y a pas de vérité absolue et donc l'idée ici c'est de pouvoir donner des éléments de façon la plus transparente possible pour que chacun puisse se faire une opinion, se forger un avis avec des éléments concrets. Et donc ce qu'on a ajouté aussi c'est la fonctionnalité de chaque outil. Donc ici on a une analyse de la source, on va détailler ça ici et on explique pour le grand public ce que c'est une source globalement. On indique ici que c'est le décodex qui indique que c'est un site reconnu, c'est en vert, donc c'est un signal assez positif. Et ce qu'on a ici, donc, c'est le détail de comment fonctionne le décodex. On a aussi l'occasion de lire l'analyse détaillée. Donc, si je clique ici, je vois que le décodex du monde a référencé la RTBF et explique ce qu'est la RTBF. C'est assez intéressant pour remonter la trace de certains médias qui sont moins connus. Le deuxième point, c'est l'analyse du contenu, comme je l'avais expliqué avec le détecteur de désinformation qui va faire une analyse syntaxique de l'article. À nouveau, il y a une petite explication ici pour expliquer comment l'outil fonctionne. Et puis, on a le détail à la fois du partenaire et à la fois de l'analyse qui ici a détecté un taux de désinformation de 17%, qui est un taux relativement faible. C'est pour ça que ça reste ici en vert avec une description un peu plus complète aussi de ce qu'il renvoie.
L'analyse de la dissémination, je vous en avais parlé avec Neutral News. Ici aussi, à nouveau, on explique comment ça fonctionne et quels sont les degrés de fiabilité qui sont indiqués par la plateforme. À nouveau du vert ici. Et alors, on a deux outils qui n'ont pas pu renvoyer de résultats. Donc, TextGain qui ne peut pas fournir du résultat systématiquement. Ça, c'était sur l'analyse de la subjectivité. Et alors, les décodeurs qui ici n'ont pas fait de fact-checking sur cet article. Ça semble assez logique. Ça, c'est pour l'analyse d'articles. Ah oui, ce que vous voyez aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'est que derrière, normalement, on a des articles qui sont proposés. Donc, si dans cet article, il y avait eu 5G, coronavirus ou des choses comme ça, qui auraient été mis en évidence, on aurait pu avoir des articles de fact-checking proposés à ce sujet. Justement, le coronavirus, on en parle beaucoup pour l'instant, et beaucoup de fake news. Je vais simplement faire une petite recherche. Est-ce qu'on a parlé de coronavirus et de 5G dans un article de fact-checking? C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Et donc, vous voyez ici, il a interprété les mots-clés. Il n'a pas pris 5G, il a pris coronavirus. Par contre, ici, on voit qu'il y a énormément d'articles de fact-checking sur le coronavirus. Et donc, là, peut-être qu'on va peut-être un peu détailler sur... on a parlé des traitements, notamment, ou bien du fait qu'il a été inventé en laboratoire. Le virus a été inventé en laboratoire. Donc, je vais simplement taper coronavirus de laboratoire. Et donc, ici... Voilà, tout un tas de debunk, de fact-checking autour d'informations qui ont circulé sur le fait que ce soit une fabrication humaine, sur le fait qu'un prix Nobel japonais l'aurait inventé dans un laboratoire, qu'il aurait été créé en France. Enfin voilà, toutes ces informations-là qui sont relativement utiles quand on fait de la recherche sur des articles un petit peu suspects, notamment. Voilà pour moi. Non, j'avais encore une chose à vous montrer, c'était la fonctionnalité image. On va faire ça assez vite. Là, je vais pas prendre une image très controversée. Je vais simplement ici prendre une image de Boris Johnson. Et donc, vous voyez, assez rapidement, je vais pouvoir la vérifier. On va voir si cette image a été publiée ailleurs, si elle a été utilisée sur des sites fiables ou non. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, on voit que cette image a été publiée sur 262 adresses. Il y a énormément de ces domaines qui n'ont pas été référencés, c'est normal, parce que il y a tout un tas de domaines, évidemment, qui sont pas référencés par le Decodex, qui se focalisent, je vous le rappelle, essentiellement sur des sources francophones. Mais par contre, ici, on voit qu'elle a été utilisée dans un article jugé fiable, dans d'un domaine fiable. Voilà pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de détails pour certaines choses, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était super intéressant. Voilà, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, profitez-en. C'est le moment, c'est l'instant. Pour ça, vous pouvez utiliser le système de main levée ou alors le système de chat et je modérerai vos interventions. Alors, nous avons un... Ah, merci, c'est gentil. Moi, j'ai une première question, peut-être pour lancer les autres. Donc, on parle essentiellement ici, au final, du monde francophone. Est-ce qu'il y a une volonté d'étendre ça, peut-être à l'autre côté de l'Atlantique ou... Je vais répondre. En fait, oui, le modèle est duplicable. Donc, c'est-à-dire que l'idée, en tout cas, c'était d'avoir une solution qui soit au service des journalistes et à terme de communauté, finalement, hein, parce que les sources journalistiques pourraient être commentées par les lecteurs. Mais c'est sûr que, by design, donc par essence, la solution n'est pas limitée au monde francophone. D'ailleurs, comme l'expliquait Greg, on a déjà un dataset sur du contenu anglophone. Et donc, très naturellement, on pourra aller vers l'anglophone, mais aussi créer des partenariats avec, ça pourrait être la VRT et demain les Pays-Bas ou l'Allemagne, effectivement. Mais je pense que, de toute façon, les fake news, il y a une réflexion au niveau européen qui est en cours. Maintenant, c'est aussi une question d'opportunité. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que des intérêts convergent et se rencontrent pour permettre de se rendre compte qu'il y a des outils qui existent. Et c'était un peu la démarche aussi, c'était de pouvoir fédérer différentes approches ou différents acteurs au travers d'une plateforme qui donne une visibilité et qui est au service du public pour pouvoir exercer son esprit critique, justement.
Et pour rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est vrai on sent un intérêt au niveau européen, notamment la RTBF travaille avec les différents médias publics européens dans une organisation qui s'appelle l'Eurovision notamment. Et là, on sent qu'il y a un intérêt évidemment. Voilà, mais par contre, il faut des moyens pour pouvoir le développer. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait d'autres institutions ou d'autres médias qui souhaitent s'emparer de Faki et de pouvoir l'adapter. Nous, on est de toute façon très ouverts au fait de pouvoir collaborer avec d'autres. C'est l'essence de la plateforme. Merci pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Ne soyez pas timide. Merci. Voilà, Il faut c'est croire déjà qu'on ça. a été efficace. Merci. Moi, j'ai encore une autre question alors. Au niveau de l'indexation, donc vous parlez de mots-clés, etc. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une base de données de mots-clés ou ça se fait automatiquement? Enfin voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il y a ce qu'on appelle une couche d'intermédiation. Donc, il faut savoir qu'on est dans le cloud. Tout ça est sécurisé, GDPR compliance, mais que on ne peut pas chaque fois aller rechercher les mêmes sujets. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir gérer, on va dire, les recherches pour potentiellement ne pas les rejouer. Donc, ça, il y a ce qu'on appelle des cycles de vie. Mais il y a aussi des appels qui sont asynchrones. Donc, par exemple, quand vous allez dans le site, vous verrez que vous avez un premier résultat, puis un suivant, etc. Donc, grosso modo, il faut imaginer ça comme une file d'attente. Cette file d'attente, elle va chercher les informations qui potentiellement sont déjà agrégées dans notre environnement et stockées dans notre environnement, ou bien elle va soumettre un potentiel candidat dans les environnements des autres. Et c'est pour ça que parfois on a 2 résultats sur 5, parfois 3 sur 5, et parfois un sujet est tellement recherché qu'on arrive à trouver 5 résultats sur 5. Par contre, c'est pas parce qu'on cherche sur 10 mots-clés qu'on aura nécessairement les 10 mots-clés dans le contenu. Parce qu'il y a parfois certains contenus ou certaines sources de données, on va dire, qui n'ont pas nécessairement ces mots-clés. Donc c'est toute une orchestration qui est faite en fonction des différentes données qui nous sont mises à disposition pour créer une intelligence et des bases de données intermédiaires, je veux dire ça comme ça, pour pouvoir justement adresser le besoin de l'utilisateur qui, lui, quand il cherche quelque chose, il veut avoir un résultat. Parce que si on n'a pas de résultat, ben, l'utilisateur ne viendra pas. C'était aussi l'enjeu de pouvoir maintenir des articles de fact-checking, on va dire, au quotidien, pour permettre d'alimenter cette plateforme. Sinon, ça aurait été une coquille vide. Et donc, ce qu'on utilise, c'est 2 outils qui nous aident justement à extraire ces mots-clés. On n'a pas de lexique propre. On utilise un outil qui s'appelle Cortical, qui fonctionne aussi sous un système d'API. Et alors TextGain, qui travaille sur le sentiment qui peuvent se dégager d'un écrit, a aussi cette fonctionnalité-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet les articles de fact-checking à ces 2 outils. Ces 2 outils vont extraire les mots-clés et nous les renvoyer. Et donc, ça nous permet ici de les indexer. Et alors, à chaque fois qu'un utilisateur va rentrer des mots-clés, eh bien, on va faire appel à ces mots-clés qui ont été renvoyés initialement pour pouvoir référencer les différents articles et les utiliser. Donc là, ça se fait aussi à l'aide de 2 outils externes qui sont interrogés par API. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que quelqu'un aurait une question? C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions apparemment. Ils sont déjà tous en train de l'utiliser en fait. C'est bien, C'est n'hésitez ça pas. en fait, hein, je pense. Ouais. Justement, à propos de la promotion de l'outil, donc effectivement, quand c'est sorti, on en a parlé dans la presse. Est-ce qu'il y a une idée derrière par la suite, maintenant que l'outil tourne bien, de promouvoir vraiment cet outil vers le grand public? C'est une bonne question. Pour être honnête,
Actuellement, il n'y a pas malheureusement l'opportunité de développer beaucoup la plateforme pour cette année, en raison des circonstances, d'un budget qui est un petit peu plus limité. Et donc, la communication n'est pas massive. Donc voilà, il faudra un petit peu voir comment ça évolue. L'idée aussi, c'est de pouvoir améliorer l'outil, de pouvoir en intégrer de nouveaux, d'être peut-être plus performant, notamment sur des messages qui sont échangés sur WhatsApp, pouvoir utiliser de l'OCR. Donc il y a des perspectives à ce niveau-là. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir un outil qui s'adapte en fait aux différentes tendances, etc. Pour ça, il y a un besoin d'investissement. Et là, voilà, il faut que ça puisse bouger pour pouvoir à nouveau communiquer. Je pense que c'est important aussi de pouvoir être pertinent et relevant quand on communique, d'avoir quelque chose qui est en phase avec ce qui se passe, ce qui est dans l'air du temps. Oui, et alors si je peux rebondir, l'enjeu c'était aussi souvent, avant de sortir quelque chose, certaines équipes font des prototypes et puis ils communiquent. Ici, finalement, on a fait la démonstration qu'une solution viable est envisageable et existe. Donc, elle est à minima, parce que, donc, comme j'ai expliqué, on n'a mis que des fonctionnalités core. On pourrait aller vers de la vidéo, où on peut extraire aussi des images ou du texte. Mais finalement, le fait que ça existe, c'est aussi l'opportunité, comme le disait Grégoire, que peut-être des écoles ou des institutions ou des organisations européennes, comme je pense à l'UER par exemple, puissent avoir un regard sur, OK, qu'est-ce qui existe de manière nationale? Et potentiellement, il y a Faki, mais il y en a peut-être d'autres. Mais nous, en tout cas, par essence, le modèle est duplicable. Donc, ça va plutôt être une question d'adoption, mais paradoxalement, d'adoption de ceux qui ont les moyens de pouvoir le mettre à disposition du public. Et notre ambition au départ était de ne pas attendre ça pour déjà mettre quelque chose à disposition du public. Et donc, vous aurez noté aussi que la plateforme est toujours en bêta. Et donc, tant qu'elle reste en bêta, on estime qu'on va pas communiquer de façon démesurée dessus. On a eu, c'est vrai, un petit écueil au début avec des partenaires, des confrères en tout cas de la presse qui ne se retrouvaient pas dans les scores, puisque, comme vous l'a expliqué au départ, on avait un algorithme qui simplifiait entre guillemets les résultats, qui ne donnait pas une certaine granularité. Ça pouvait parfois poser problème. Et donc, voilà, l'idée ici maintenant, c'est de pouvoir consolider d'une manière ou d'une autre cette plateforme pour pouvoir après éventuellement recommuniquer auprès du grand public. Merci beaucoup pour cette nouvelle réponse. N'hésitez donc pas à vous manifester si vous avez une question. Bon, ben voilà, je pense que c'est ici que s'achève cette conférence en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Van Eekhout et Monsieur Reckmans. C'était vraiment super intéressant. Merci encore à vous et merci pour votre intérêt à tous. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 13h, pour une nouvelle conférence. Cette fois, il s'agira d'un point de vue juridique sur la désinformation en ligne et ses liens avec la liberté d'expression. Ce sera également l'occasion de commenter les premières initiatives destinées à cadrer la problématique. Encore merci beaucoup à tous, intervenants et participants, pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.